Bienvenue au Caring Museum Café, où l'art et le bien-être se rencontrent. Je suis Marjane Abadi, la créatrice de la méthode Mindful Art. Mon travail consiste à aider les lieux culturels à développer des projets d'inclusivité et de bien-être. Et en compagnie de mes invités, nous explorons des chemins du caring dans le monde de la culture. Dans ce podcast, je vous propose d'explorer avec nous les projets inspirants avec ceux qui les ont menés pour un monde plus bienveillant. Installez-vous, prenez une tasse de douceur pour un moment de créativité partagée, des conversations inspirantes, des récits à savourer. Vous êtes au Caring Museum Café, laissez-vous emporter. Donc, comme je vous disais, l'idée, c'est que les personnes qui ont déjà mis des actions en lien avec CARE dans leur musée, des responsables de projets muséals en lien avec CARE viennent et le partagent pour que chacun et chacune puisse développer cette compétence de mettre ce type de projet en place au niveau de son musée. Et c'est à ce titre-là qu'aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter Stéphanie Mazui, qui est au musée de la ville d'Ixelles, qui est un musée municipal. Si on était en France, un musée qui dépend de la commune, puisqu'on est en Belgique. Et ils mettent de très belles actions pour permettre aux personnes qui habitent à Ixelles, mais pas que. Ixelles est une des agglomérations, des parties de Bruxelles, de continuer à se nourrir et à être dans le lien avec les œuvres d'art. Je ne sais pas si Stéphanie, je vous ai correctement présenté. Oui, c'est très bien. En tout cas, bonjour bonjour tout le monde, ravie d'être là en votre compagnie. Merci beaucoup. Donc, on se lance pour la première question. Oui, allons-y. Alors, je voulais savoir, pour un peu en guise de icebreaking, c'est quelle est votre œuvre préférée au musée? Oui, alors le musée d'Ixelles a une collection, de 15 000 pièces environ, donc c'est un musée des beaux-arts et on présente surtout un panorama de l'art belge, fin 19e à nos jours, aussi art contemporain et on est aussi, assez connu pour notre fonds d'affiches Belle Époque. On a entre autres toute la série, des lithographies Toulouse-Lautrec, seul musée, au monde avec, le musée Toulouse-Lautrec à Albi à avoir, cette collection, cette série. Mais l'œuvre que moi je préfère au musée, c'est une œuvre qui est un peu atypique parce que c'est en fait La Cigogne d'Albrecht Dürer. C'est l'œuvre la plus ancienne du musée. Elle date de plus ou moins 1500. Et donc c'est un dessin à la plume de ce grand maître, germanique de la Renaissance et en fait, elle représente une cigogne, mais vraiment avec une précision encyclopédique, tant au niveau du rendu des proportions, qu'aussi, au niveau de la méticulosité des traits, qui sont vraiment très, très joliment esquissés. Donc c'est une œuvre sur papier qui est assez fragile et qu'on n'a pas voilà, merveilleux, je suis ravie que vous puissiez la découvrir. On ne peut pas l'exposer, de manière continue vu sa fragilité, mais c'est vraiment une œuvre qui, chaque fois qu'elle est présente dans nos salles, suscite beaucoup l'intérêt du public et j'avais envie de la présenter aujourd'hui parce que, dans toutes les actions donc pour le moment, notre musée est fermé pour, travaux de rénovation depuis 2018. On espère rouvrir, fin 2025 et on a eu l'occasion de partir, beaucoup à la rencontre des publics durant cette fermeture et un élément qui est revenu très, très souvent, dans nos échanges avec les publics qui ne connaissaient pas encore le musée, c'était que, à quel point parfois, nos institutions, pouvaient être éloignées d'eux par la difficulté qu'on peut avoir à s'approprier les œuvres qui sont présentées, les objets qu'on présente, nos collections de manière générale. Et je pense qu'une œuvre comme, La Cigogne d'Albrecht Dürer, c'est justement une œuvre qui parle à beaucoup de gens, par l'universalité de son thème, le fait que l'observation de la nature, on en profite encore aujourd'hui, tout comme on pouvait le faire, en 1500. Donc il y a vraiment là, quelque chose de très, très large et l'œuvre peut dès lors être vraiment
un objet aussi de rencontre, peut permettre de tisser des liens. Et je l'aime aussi beaucoup parce que les enfants qui viennent chez nous, ils sont très nombreux, donc on est un musée donc communal, et donc on a à cœur vraiment d'offrir une offre, de médiation aux écoles, toutes proches, avec des enfants qui parfois reviennent, même plusieurs fois sur la même année au musée. Et cette œuvre, je trouve que c'est un bel exemple de ce que parfois les œuvres peuvent devenir ou nos collections peuvent devenir un véritable imagier, quelque chose qui nourrit, aussi l'imaginaire et pas uniquement celui des enfants. Donc voilà, ça peut être aussi un de nos rêves peut-être que le musée d'Ixelles soit un peu comme un livre qu'on lit et relit, lorsqu'on est enfant sans jamais se lasser, ben que les gens puissent venir et revenir au musée et profiter de ces œuvres un peu comme des images qui vraiment, les ont portés, à différents moments peut-être, même, de leur vie. Génial. Donc si, Stéphanie, je me rappelle plus si on se tutoie ou on vous voit. Donc Ouais, il y je en a vais qui voyager hein, peut-être un peu. ça me va Pardon? très bien. Donc ça, si je comprends bien, tu as choisi cette œuvre pour, son aspect, intemporel, universel et voilà, on dirait un cigogne qui a voyagé, 500 ans, c'est un cadeau. Oui et à titre plus personnel, je m'intéresse à l'ornithologie. Mais encore une Mmh. fois, c'est vraiment ça, c'est cet attachement, cet intérêt cette affinité qu'on peut développer avec une œuvre d'art, et ça je crois vraiment que c'est un bel enseignement. En tout cas, nous, de nos échanges avec les publics, c'est à quel point on doit travailler là-dessus, permettre cette appropriation, par les publics pour rendre nos œuvres, en fait et nos collections pertinentes et accessibles. Voilà, mais c'est vrai que voilà, je trouve que c'est une œuvre magnifique. Oui, ça me fait terriblement plaisir parce que j'ai grandi en Alsace et ça passe sur la route des cigognes et on en voit beaucoup. Oui, elle est belle. Merci beaucoup. Hem, Tu disais quelque chose à propos de cette volonté de transformer, le musée en lieu de vie, en fait, en lieu de et donc choisir cette œuvre vivante, ça me parle aussi à ce titre-là. Hem, pour notre deuxième question, c'est qu'est-ce qui a marqué les débuts, en fait, de l'implication du musée dans le caring et Ah. depuis quand? Mmh. Alors, donc moi je suis arrivée au musée d'Ixelles il y a 13 ans Mmh et mh. le but c'était j'arrivais parce qu'on créait le service des publics. Donc et moi en fait je voyais à l'époque je travaillais pour la Fédération des musées bruxellois, Brussels Museums. Je m'occupais plutôt d'événements, comme les nocturnes des musées bruxellois, la Museum Night Fever où on travaillait beaucoup la co-création déjà avec les publics et j'avais été intéressée par ce musée par son échelle. Donc c'est la deuxième collection d'art public belge à Bruxelles, mais à la fois il est très ancré dans un tissu résidentiel et hem et il y a vraiment aussi, un sens de l'accueil qui était déjà perceptible assez naturellement dans cette institution-là. Et donc moi, j'ai envie de dire que le Caring Museum, moi, je le ressens au musée d'Ixelles depuis que je connais en fait ce lieu, par son côté assez intime, proche quand même de sa communauté, locale, aussi très ancrée dans le territoire. Et donc moi, ça m'a donné envie évidemment, voyant que le public devenait de plus en plus au cœur des préoccupations du musée par la création du service des publics. C'est clair que je me suis dit que là, il y avait vraiment un beau vivier, enfin un beau vraiment un bel endroit, où développer, beaucoup de choses. Mais je dirais, donc il y avait déjà un petit peu intrinsèquement quelque chose qui amenait ce care assez naturellement ici, mais sans vouloir en décourager certains, ce que je pense vraiment, c'est qu'il faut que la direction, soit quelqu'un qui porte ce projet de care, au sein du musée. Et ici, on a la chance d'avoir une directrice, Claire Leblanc, je me permets de la nommer, elle est peut-être même avec nous aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça je pense, en tout cas, il faut, une fois que vous avez une direction qui est aussi persuadée, de ce projet, de cette idée de travailler l'accueil des publics, un accueil bienveillant, de porter l'attention au public, dès que vous pouvez travailler ça avec votre direction en tant que médiateur ou médiatrice, bah, je pense que déjà vous avez accompli, un bon nombre de pas. Et ça peut parfois se matérialiser par des petites choses comme, par exemple ici, les vernissages, bah, depuis une quinzaine d'années, ils sont accessibles à tous. Ce qui fait que tout le monde est vraiment invité à venir découvrir, les expositions,
comme un VIP lorsqu'on lance. Donc chacun peut décider de devenir un fidèle du musée d'Ixelles et de répondre à ces invitations. Et l'équipe est vraiment là, la directrice aussi, dans ces moments-là pour accueillir le public. Donc je dirais déjà là, pour moi, ça, ce sont des éléments importants, ce contact très, très personnel entre les coulisses du musée, l'équipe et les publics, que les gens puissent sentir qu'ils peuvent être vraiment des alliés à part entière de l'institution parce qu'il y a des possibilités d'échange, très, très, fortes. Et ce qui a accéléré évidemment, nous, ce positionnement vers le Caire, c'est notre fermeture en 2018 où on se retrouve, ben, là, équipe du musée, son public, à se dire, ben, comment faire de cette fermeture une opportunité pour justement, travailler des points, qu'on n'arrive pas à travailler quand on a la tête sur le guidon comme beaucoup d'entre vous, j'en suis sûre. Et donc là, bah, on s'est dit: «C'est le moment de lancer une invitation à des publics parfois très proches, mais qui ne nous connaissent pas encore. C'est le moment, nous, de sortir de nos murs, d'aller à la rencontre des gens, d'essayer aussi de découvrir quel est leur univers, parce que c'est vrai qu'en tant qu'institution, on est souvent dans un rôle réceptif. Or, la fermeture nous a enseigné à quel point on pouvait, donner bien plus envie aux gens de venir nous voir une fois que nous, on avait aussi pris le temps de s'intéresser, à ces publics en question. Et donc, c'est un petit peu toutes ces démarches qui ont pris place pendant la fermeture, des démarches donc très axées sur tout ce qui était co-créatif, participatif et aussi vraiment, considérer les publics, ben, plus tellement dans une optique marketing comme on l'avait peut-être dans les années 2000 quand on faisait toutes nos enquêtes de public, qu'on était là avec tous nos statistiques. Ben, c'est le moment où on découvrait presque les publics, en tout cas pour certains musées, mais de voir plus le public comme un vrai partenaire, un vrai allié, avec qui construire, un projet qui a du sens, aujourd'hui dans notre société. Voilà, donc je dirais, c'est quand même cette fermeture, ce moment aussi de pause où on peut se mettre un peu, à distance pour observer un peu le travail accompli et ce vers quoi on voudrait encore aller. Très, très, très intéressant. Pendant que tu parlais, Stéphanie, excusez-moi, il y a quelqu'un qui souhaite rentrer. Et il y a mon PC qui est tombé. Donc, j'ai pensé à ce que disait Sophie Lévy, qui est dans un musée pas du tout la même taille, où elle disait que de toute façon, la fonction première d'un musée, c'est d'accueillir. Et tu as parlé aussi de ça. Et donc, pour un musée se fait lieu d'accueil de mille et une manières, mais qui a déjà ce care pour pouvoir bien accueillir. Et, et la taille des deux musées, pourtant, ça n'a rien à voir ensemble. Et, quand tu parlais de créer des partenariats, ça me faisait penser à ce dont parlait Laetitia Messager du musée Matisse de Cateau-Cambrésis, où elle avait également cette démarche d'aller vers les publics. Donc je remarque les mêmes ingrédients en fait dans les démarches, dans vos démarches care. Magnifique. Oui, Euh, ça m'étonne vraiment pas et je sais justement que bientôt va venir la question sur quelle est notre relation justement avec le Kering Museum aujourd'hui et je dirais que cette idée justement de partage, de tisser du lien, de rencontre, c'est vraiment au cœur de notre projet, en tout cas de Kering, au musée d'Ixelles. Et d'ailleurs, on est en train d'essayer même d'en faire un peu de définir un genre de mission liée au CAP parce qu'on se rend compte que finalement chacun chaque institution avec ses publics, avec son environnement qui lui est propre, développe aussi le projet qui lui est pertinent autour du CARE. Et c'est vrai que nous, on est vraiment partis sur cette idée de maison commune qui convient bien peut-être aussi à notre côté, communal, mais vraiment au sens aussi de communauté dans un quartier et de manière plus large. Mais en tout cas, c'est de puiser dans cette communauté pour parfois s'adresser bien sûr à des publics beaucoup plus larges puisque nos collections, nos expositions attirent des publics qui viennent de partout et même de l'étranger. Mais d'avoir comme ça ce travail de maison commune où on fait un peu on conjugue hospitalité et inclusion,
où on essaye vraiment de faire attention, de prendre soin et de penser non seulement aux visiteurs qui sont là aujourd'hui, mais à ceux aussi qu'on voudrait, accueillir. Donc de vraiment se préoccuper des besoins, des attentes aussi de ces visiteurs qu'on n'a peut-être pas encore. Et donc on relie aussi beaucoup le care quand même à pas mal une réflexion et une étude vraiment autour des publics, de leurs besoins. Donc beaucoup de travail, aussi de tests, que là on est en train d'introduire dans notre manière de fonctionner, nettement plus que ce qu'on le faisait, avant de fermer. Hem et par là aussi, on aimerait on est aussi beaucoup intéressés par toutes les questions de travail, vous savez qu'en Belgique, il y a déjà pas mal de musées qui sont lancés, une dizaine, dans le projet de prescription. En tout cas, nous, on pense au musée d'Ixelles qu'on a tout intérêt à vraiment collaborer, à travailler avec des partenaires externes, parfois pour toucher aussi des publics plus larges. On l'a fait, avec, le projet ou Musée comme chez soi dont on parlera bientôt, où là on avait des experts qui travaillaient dans les quartiers, des experts de la cohésion sociale autour de l'art. Heu, mais je pense par exemple, autour du Caire que vraiment, apprendre à se connaître entre secteur du soin, professionnel du soin et musée, c'est vraiment quelque chose de très intéressant et en Belgique, par exemple, les musées royaux des beaux-arts, de Belgique organisaient déjà il y a quelques années, un symposium qui réunissait, justement des gens du monde de la culture avec des gens du milieu, du secteur, des soins. Mais à l'époque, je trouvais qu'on était encore assez peu nombreux à y aller. Et là, je suis vraiment heureuse de voir la tendance s'inverser parce qu'on a énormément à apprendre, de ces partenariats. Sachant que voilà, le but, ultime est bien sûr de favoriser une expérience de vie positive, mais qui amène vraiment, ces notions d'épanouissement, de bien-être, de mieux-être et plus, exclusivement cette idée d'apprentissage cognitif, d'acquisition de connaissances qui reste pourtant centrale parce qu'on sait que les musées restent vraiment des piliers en termes de sources d'informations pour les publics et on doit garder aussi vraiment cette légitimité, que le public nous reconnaît volontiers. Je, je comprends tout à fait. Juste pour abonder dans ce sens-là, il y a quelqu'un qui, il y a 5 ans, quand je créais Mindful Art, m'avait beaucoup inspiré. C'est Rumi, où il dit qu'il y a deux types de savoir. Il y a le savoir qui vient de l'extérieur et qui se met en vous, c'est comme si quelque chose se mettait sur vos épaules, en, vous vous alourdissez un peu. Et il y a un savoir qui vient comme une lumière qui vient allumer une fontaine qui est déjà en vous et qui le fait jaillir. Et pour moi, tout le travail autour de care, autour de bien-être, autour de la conscience de, que le musée peut amener de soi, de l'autre, de qu'est-ce qui me fait du bien, quelles sont mes émotions, ainsi de suite, c'est de ce deuxième ordre. Mmh. Et, euh, et une phrase que j'aime beaucoup, c'est euh, il n'y a pas de bonheur sans la conscience du bonheur. C'est mon côté psy qui ressort. Tu disais travailler avec les personnes de bien-être. Et je pense que c'est vraiment, s'il y a un lieu où on peut sentir notre humanité commune, c'est le musée parce que ça ne vient pas attraper notre attention. C'est notre attention qui choisit d'aller vers et de l'explorer en toute liberté Mmh. et prendre le temps qu'il faut pour le goûter en fait. C'est très vrai et je pense, quand on voit des visiteurs ou des publics, heureux et enthousiastes autour de nos œuvres, il y a toujours, à peu près toujours cette notion de partage, entre eux ou en tout cas, il y a vraiment une connexion à créer, et je pense qu'on a là, enfin, avec nos collections, quelque chose de formidable pour amener ça et permettre aussi même parfois à des gens, qui ne se croiseraient pas de discuter et enfin, en fait, ça permet vraiment, je pense, de sortir parfois de nos bulles sociales, un petit peu stéréotypées ou un petit peu, formatées. C'est assez logique, mais le musée offre ces espaces comme ça de découverte de l'autre
Et ça nous est révélé tout le temps dès qu'on est dans des projets de co-création, de participation. On voit en tout cas à quel point ça fonctionne, quoi, vraiment. C'est extra. Ça corrobore tout à fait avec ce que moi j'ai pu sentir durant ces 5 ans avec Mindful Art, c'est-à-dire des moments où sur une même œuvre, vous avez des gens qui n'ont pas la même culture, pas la même langue, mais comme les émotions sont humaines et universelles, une fois qu'on enlève le savoir, on rentre dans l'humain et sensible, il s'y glisse et c'est vraiment génial. Et je sais que vous faites énormément appel à ce type d'approche, on en a un peu parlé. On y arrive, on y arrive. C'est le... Euh, donc, on a un peu abordé, Stéphanie, mais je ne sais pas si vous avez envie d'approfondir, c'est quel avantage le musée y trouve à faire appel à ces approches caring. En effet, je pense qu'on a déjà abordé pas mal de points, mais peut-être encore à dire, c'est que, en tout cas, moi, c'est vraiment la sensation que quand on prend soin de nos publics, en fait, les publics prennent soin de nous. Nous, c'est vraiment quelque chose, ça a été révélé, à travers, on a fait une campagne de consultation, on a pris le temps, en quelque sorte, d'écouter les publics, mais on s'est rendu compte vraiment, à quel point aussi il y avait quand même énormément de générosité, d'implication de la part des publics. Et c'est tout le temps ces espèces d'allers-retours qui, je crois, nous permettent justement de garder cette pertinence, de ne pas fonctionner en vase clos avec des propositions qu'on balance comme ça un peu à tout vent. Et je pense que c'est tout le temps cet ajustement qui fait qu'on peut rester pertinent et connecté vraiment à notre société. Donc c'est pour moi une manière de renouveler la pertinence aussi de nos collections par des approches plus sensibles qui dès lors rendent aussi nos collections beaucoup plus accessibles. Donc les avantages sont vraiment énormes. Et puis, il y a bien sûr, on l'a déjà dit un petit peu, mais le rôle de l'œuvre comme activateur d'échanges sociaux. En préparant un petit peu cette session, je discutais avec ma collègue Chloé, qui est très, très aussi branchée autour du CARE, et elle me rappelait que dans le livre de Nina Simone, je ne sais pas si vous l'avez lu sur le musée participatif, mais je vous le recommande. Nous, c'est un peu une bible. Elle donne un exemple très parlant du chien qui permet parfois d'engager la conversation avec son voisin ou avec un kidam au parc. Et quelque part, nos œuvres ou les objets de nos collections peuvent aussi avoir ce rôle vraiment d'objets sociaux et amener vraiment, susciter cette empathie entre visiteurs et autres. Donc les avantages, ils sont vraiment multiples, je crois, et quelles que soient les manières dont on aborde le CARE, sans parler bien sûr de toutes, voilà, des notions pour des publics peut-être plus qui vivent des moments plus fragiles dans leur vie, où là, on peut aller, sans doute même encore plus loin. Mais là, j'avoue que nous, on se positionne avec beaucoup de prudence par rapport à tout ça, dans le sens où on a envie de se sentir accompagné, lorsqu'on s'adresse à des publics justement, qui peuvent avoir des moments de fragilité et cetera. Nous, on reste toujours dans des approches assez légères, qui nous semblent beaucoup plus, dans lesquelles on se sent beaucoup plus pertinent. Mais tout ça, on aimerait approfondir justement avec des gens qui ont là, vraiment une expérience de terrain avec, voilà, plus, des personnes, qui ont là peut-être des besoins plus thérapeutiques ou autres. Mais là, ça nous semble nous dépasser à ce stade. Donc voilà, ce serait sans doute des projets à mener en co-création. C'est très, très intéressant. Je remarque qu'il y a eu un moment, j'étais très surprise de constater que beaucoup de musées avaient l'impression de pouvoir mettre en place les projets CARE, que c'est très facile, on le met en place. Et là, au musée Tréma, on a eu la surprise de voir quelqu'un qui a, en rentrant dans ses émotions, a eu quand même vécu quelque chose de très difficile. Et le retour de toutes les personnes était, c'est là où on se rend compte que c'est pas anodin. Et maintenant, on peut faire un choix de se dire, ce n'est pas anodin, mais je l'ouvre à tout le monde pour le côté inclusif. Ce n'est pas anodin et je le spécifie pour un public particulier, pour leur créer un cocon particulier à ces personnes-là. Mais moi, j'ai vraiment tendance à dire
que la façon dont vous le co-créez et cette prudence est de mise, parce que c'est dans notre éducation, nous n'avons pas l'habitude d'être trop proches de nous. Très très souvent dans une approche mentale, donc revenir aux émotions, revenir aux sensibles, ça nous amène dans des zones de fragilité qui sont là où on est vivant, qui sont là où on est connecté aux autres sans masque, sans barrière. Et c'est très, vous avez raison, c'est vraiment des endroits où il convient d'y aller avec prudence. Et j'ai une question beaucoup, beaucoup plus terre à terre. Vous disiez que, voilà, vous revenez à des sondages, des choses comme ça, pour apprendre à mieux connaître les publics. Et quelle différence est-ce que Stéphanie, tu vois entre les sondages et les enquêtes que vous menez maintenant au musée d'Ixelles et Mmh. ceux qui étaient dans les années 2000? Bah, quand moi je me référais aux années 2000, c'est parce qu'il y a eu une grosse vague en fait de statistiques D'accord. muséales, c'était plus ça et c'était même à un niveau européen. Je crois que c'est dans ces années-là aussi qu'on a créé avec MUS le gros observatoire des publics européens où et c'est juste qu'avant le public, on ne s'en occupait pas beaucoup et là d'un coup, c'est devenu un chiffre Mhm. et il a fallu développer toute une batterie de techniques marketing pour parler au public. Je dis simplement qu'heureusement, on a un peu évolué, progressé, c'est bien et que maintenant les publics, on les voit différemment. Donc par exemple, notre campagne de consultation, déjà on l'a appelée comme ça, donc c'était, davantage une consultation qu'une enquête. Il y avait une enquête en ligne parce qu'on est en plus en pleine période de confinement. Donc là, ça a facilité quand même, l'accessibilité en fait à aux personnes qui souhaitaient nous parler. Mais on a fait, bah, d'une part une enquête, mais on a par exemple, on a fait des rencontres aussi, vraiment en groupe pour pouvoir aborder des thèmes de manière un peu plus approfondie. Et alors on a eu un troisième volet, vraiment un travail avec des groupes focus, des publics qui en fait n'avaient pas répondu à l'enquête. Donc on est allé là à la rencontre de publics justement, qui étaient les grands absents de cette consultation. Parce que l'idée, c'était aussi d'associer le public à notre positionnement stratégique. Donc on voulait vraiment se faire aider par les publics pour voir, si, le plan scientifique et culturel qu'on était en train d'élaborer avait une pertinence par rapport à ce que le public attendait aussi d'un musée comme le nôtre, à sa perception, aussi du musée. Et on s'est rendu compte que si on se basait uniquement sur l'enquête et même la rencontre forum, bah, on allait refaire le même musée puisqu'en fait, on avait les gens, qui nous adoraient déjà, qui étaient là. Alors déjà, c'est déjà merveilleux de vous rendre compte que vous avez plein de gens qui vous adorent parce qu'on a quand même eu plus de 2000 personnes impliquées, dans ce projet et je crois que même rien que pour l'enquête, on a eu 1600, réponses, ce qui est énorme, hein, pour une institution à notre échelle. Donc déjà, il y a eu ça, il y a eu cette sensation de le public est là pour nous et il est prêt en fait à être généreux et à nous aider quand on a des questionnements et on peut parfois aussi avoir, l'humilité ou la modestie de dire: «On ne sait pas» et de s'adresser à lui. Ça, c'est un des gros enseignements de cette campagne en tout cas. Mais la partie, par exemple, avec les groupes focus, a été très intéressante pour, entre autres, faire ressortir cette question de l'appropriation, la difficulté qu'on a à s'approprier une collection quand on n'en a pas forcément les codes culturels, parce qu'elles sont toutes connotées culturellement, qu'on le veuille ou non, nos collections. Donc ça, c'était vraiment très, très intéressant, mais avec aussi des solutions comme, bah, par exemple, voilà, l'envie d'être associé peut-être à la programmation culturelle, l'envie de co-créer des choses avec le musée, et aussi un vrai intérêt par contre, si parfois la collection c'est un peu, ben, on ne sait pas trop ce qu'on aurait à venir chercher ici, l'idée de la rencontre autour des œuvres, ça parle quand même vraiment à beaucoup de publics, mais aussi, l'institution muséale en soi intéresse les publics et ça, on l'a vu même avec des adolescents. On se pose toujours la question de comment intéresser les adolescents, au musée, mais emmenez-les dans les réserves, en fait. Ça, pour nous, c'est la révélation de cette fermeture. On se demande même comment on va faire quand on va rouvrir, mais parce que là, c'est les questions, elles fusent. En fait, l'idée de la mémoire, du patrimoine, de la transmission, bah, ça parle vraiment à tous les publics, quels que soient leurs âges, leur culture, leurs codes.
Et là, on a vraiment eu des débats très intéressants sur l'institution muséale, avec beaucoup de remises en question, mais voilà. Donc je dirais, voilà en tout cas comment, cette consultation, nous, on l'a vécue au musée d'Ixelles et avec aussi vraiment la volonté qu'elle apporte, des réponses à des questions du style, bah, comment, voilà, vous voulez vous engager au musée d'Ixelles, comment est-ce que vous voudriez le faire? Donc aussi des pistes très, très concrètes pour nos actions, d'avenir. Excellent. Donc en fait, moi, si je reformule pour voir si j'ai bien compris, je constate une différence entre, dans les années 2000, une observation d'un objet extérieur et maintenant une façon de se mêler au public et d'explorer de l'intérieur. Et c'est intéressant parce qu'en sociologie, il y a eu le même mouvement, c'est-à-dire par exemple dans les années 70, 70, euh, en France, par exemple avec Jeanne Favre-Sada, elle disait qu'on ne peut pas aller observer une population si on ne se mêle pas à l'intérieur en tant que sociologue. Si on reste Mmh. à l'extérieur, on n'observe pas la même chose. Elle disait, il faut savoir garder la posture à la fois extérieure et intérieure, un peu comme si on mangeait de la glace chaude. Oui, beh, je le pense vraiment et je pense même que plus qu'observer, parfois, c'est aussi de Co-créer. participer ailleurs, de pouvoir aussi être un acteur ailleurs, là où on nous attend. Là, j'ai un exemple, par exemple, donc pour Musée comme chez soi, donc il y a un projet, heu, qu'on a mené là, donc c'est en gros 2 fois par an. Il y avait pendant un week-end 10 œuvres du musée d'Ixelles qui étaient exposées chez les habitants, mais c'était plus qu'une exposition puisqu'en fait les 10 personnes qui avaient choisi leur œuvre allaient vraiment la présenter eux-mêmes et s'approprier vraiment, la médiation, en présentant ça de façon personnelle, partant d'intérêts propres, se transformant en guide s'ils en avaient envie, mais nous, on encourageait une démarche tout à fait personnelle, donc certains, dessinaient, d'autres chantaient, racontaient une histoire. Il y avait vraiment de tout et beaucoup de créativité et bah, par exemple, là, l vraiment ce qu'on a fait, c'était aller toquer chez les gens. Vraiment, faire du porte-à-porte. Donc c'est là où je dis qu'on a été aidés par notre partenaire à l'époque, Patrimoine à roulettes, qui nous a dit: «Non, non, il faut vraiment aller, chez les gens, aller prendre un café chez eux, discuter avec eux, expliquer où vous en êtes et puis voir un peu, comment on peut en fait devenir partenaire autour de cette action et comment elle peut être intéressante pour les 2 parties». Parce que c'est ça aussi. Et puis c'était se mêler aussi même, aux fêtes de quartier, aux block parties entre guillemets. Donc c'est vraiment dire: «Bah oui, vous faites un événement, vous avez envie que les enfants, les familles, que tout le monde sorte de chez lui. Nous, on peut peut-être vous proposer une animation. Comme ça, nous, on peut aussi parler, avec vous, vous rencontrer, mais en même temps, bah, on met un peu de vie dans votre fête aussi. Donc c'est de voir aussi comment on peut, nous, amener aussi des choses, à ces publics en fait à qui on dit: «Venez au musée», mais qu'est-ce qu'on a nous aussi à offrir en fait? Et qu'est-ce qu'eux attendent? C'est ça qui est intéressant je trouve de changer de postulat un petit peu. Je comprends tout à fait, d'autant plus que c'est un peu comme si de cette posture de top-down, ça devenait un peu une posture d'égal à égal et vous acceptiez de mettre de côté ce que vous savez et pour accueillir quelque chose de plus que les idées que vous aviez déjà. Et en méditation, on appelle ça en fait la posture de non-sachant. On a l'habitude de dire que quand on est sachant, on voit quelques chemins et quand on se met dans la posture de débutant ou non sachant, il y a une infinité de chemins qui s'ouvrent à nous. Et c'est un peu, j'ai l'impression, la posture que vous avez adoptée, cette posture de non sachant par Ça rapport à vos publics. c'est vraiment intéressant et en plus, j'ai envie de dire que ça rend notre métier encore plus passionnant, Oui. heu et vraiment mais on a eu cette situation privilégiée qui n'en est pas toujours une, d'être fermé et de pouvoir vraiment je réalise comme ça a été aussi, important pour nous, c'est de devoir se repositionner totalement face au public et c'est vrai que là, on le partage volontiers du coup, parce qu'on se rend compte comme quand on est ouvert, on espère nous que l'opérationnel ne va pas nous reprendre non plus parce que ce sont par contre des démarches qui demandent du temps, il faut le savoir, des moyens aussi, mais je pense qu'il y en a, parce qu'on voit aussi maintenant que
pour parler, c'est pas toujours très agréable, mais c'est vrai quels sont les moyens pour toutes ces actions? Nous, on sent quand même, par exemple, avec Musée comme chez soi, on a vu comme cette action a été bien perçue aussi, même par des sponsors, des partenaires privés. On a eu la chance de gagner le prix Art Explora. C'est pas pour rien, donc je pense qu'on peut aussi, parfois même se penser plus comme acteur de cohésion sociale et là, c'est comme ça aussi que nous, on a eu les budgets dans le cadre d'un contrat de quartier, qui est un projet vraiment de revitalisation d'un quartier, en se positionnant comme acteur de cohésion sociale. Parce qu'il faut des moyens pour mener ces actions-là, mais je pense qu'il y en a et parfois pas là où on a l'habitude d'aller les chercher nous. Je pense qu'il y a à la fois la question des moyens, mais la question de point de vue des personnes qui ont des habitudes et il faut une grande agilité et modestie pour accepter de changer cette posture-là. De se dire, et si je regardais à côté, qu'est-ce qu'il y aurait pour moi? Oui, oui, sans en tout cas, en termes de médiation, je pense qu'on se transforme beaucoup plus en facilitateur. Et là, c'est vrai que, par exemple, dans le projet Musée comme chez soi, donc on accompagnait les projets de médiation que nos voisins développaient chacun autour de leur œuvre il y avait chaque fois un médiateur qui était désigné pour discuter avec la personne et essayer de faire émerger, en fait, les projets, lui le mettre en confiance par rapport à tout ce qu'il pouvait transmettre autour de cette œuvre qu'il avait choisie. Rien que parler de son choix, c'était déjà souvent magnifique, et ça pouvait suffire et donc c'était plutôt, une mise en confiance, des publics qui était vraiment demandée de la part, des médiateurs et ça, c'était pas toujours facile, en fait. Au début, ça a été un vrai apprentissage de lâcher le moi, je ma légitimité, c'est aussi d'amener de la connaissance et une expertise, en histoire de l'art ou autre. Ça a été vraiment difficile de pouvoir, voilà, se faire confiance aussi dans ce rôle de facilitation, finalement. Oui, j'aime beaucoup ce mot, le rôle de facilitation. Je sais que pour la formation sur Mindful Art, on a vraiment prévu un bon module sur ce changement de paradigme de sachant vers celui qui est là juste à être à l'écoute, en écho et en facilitation. C'est un point très important. Et on va petit à petit vers la question suivante. C'est on a un tout petit peu discuté, quels sont les projets qui ont été mis en place et j'ai envie de le merger avec et quel était le retour des publics. On en a vachement parlé, mais peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore dit. Alors, tout dépend évidemment de quel projet on parle, mais si on reprend le projet, par exemple, Musée comme chez soi, donc quand même une centaine de voisins impliqués là, entre 2018 et on a terminé là en décembre dernier. Hem, Là, donc ce que les publics en tout cas recherchaient dans ce projet, c'était, heu, donc le plaisir de s'impliquer par rapport à un musée voisin, musée représentant quand même quelque chose de positif dans l'esprit des gens et ça, on l'a quand même vu lors de la campagne de consultation avec des remarques très marrantes des enfants qui disaient: «Les musées, c'est pas pour nous, mais nos enfants, on veut qu'ils y aillent», ce genre de choses. Donc tout le monde veut pour faire du bien aux autres, emmener les gens au musée. Il y a un peu cette idée que c'est un lieu en tout cas, où il peut arriver des choses très, très bien, pas forcément pour soi, mais pour les autres. Et donc là, c'était l'idée de: «Oui, moi je veux m'impliquer par rapport à ce musée du bout de la rue que parfois je connais pas encore». Et puis le musée et ses œuvres comme, possibilité de rencontre entre voisins et vraiment donc là, évidemment, il y a eu un énorme enthousiasme et puis cette rencontre avec les publics autour de l'œuvre, voir à quel point, bah, le ouvrir son donc les gens quand même donc accueillaient parfois entre 200 et 300 personnes le dimanche après-midi entre 13 et 18 heures chez eux. Donc autant dire qu'à la fin de la journée, c'était quand même des moments très, très intenses. On se réunissait alors dans le musée vide puisqu'on est en travaux pour un grand repas tous ensemble et là, généralement, c'était un enthousiasme débordant, presque une transe. On a on a eu une fois, tous les voisins qui se mettaient à chanter ensemble parce qu'ils étaient transportés par, l'aventure commune qu'ils avaient pu vivre et il y a cette idée, en fait, d'être embarqué dans une aventure commune et ça, je crois qu'on peut faire vivre ça aux gens. Vraiment, avec nos projets, on a ce potentiel et des aventures collectives, c'est toujours des moments formidables, en fait, quand nous, on est là pour les faciliter en plus et pour faire qu'il y a pas trop de prise de risque de la part des publics impliqués. Peut-être là aussi que nous, on peut jouer un rôle. Donc, il y a vraiment ça,
cet enthousiasme débordant qui peut être suscité. Et par exemple, dans le cas de musées comme chez soi, par exemple, les voisins nous ont demandé de reproduire ce petit événement de fin de week-end qui était donc un repas. Donc, une fois par an, on fait le barbecue des voisins en mode auberge espagnole. Donc, ça ne demande pas beaucoup de moyens, mais les gens viennent en gros avec leurs légumes, leurs viandes, ce qu'ils veulent. Il y a les grilles qui chauffent ici et nous, on les accueille. Et là, on a cette fonction d'accueil, ce moment de rencontre. Nous, on en profite pour parler des projets qui nous occupent, où là, en l'occurrence, on faisait des petits, euh, des petits topos de nos états d'avancement de travaux ou de nos projets participatifs du moment, parce qu'en fait, le public aime savoir aussi ce qu'on fait, même avec d'autres publics. Donc, on présentait parfois des projets qu'on faisait avec des écoles à cette occasion-là, et c'était toujours très bien reçu. C'est des moments comme ça conviviaux où on prend le temps de se parler, de se dire où on en est, qui on est et ça les gens aiment vraiment beaucoup donc moi je dirais un enthousiasme et une envie vraiment de s'impliquer. Mais là aussi, c'est revenu lors de la campagne de consultation, le besoin que les musées disent en quoi ils ont besoin des publics, qu'on leur donne des objectifs précis. Parce que parfois on vient avec nos projets de co-création en disant: «On va faire quelque chose avec vous». Alors là, ça va pas du tout, ça leur va pas du tout, ça c'est ce qu'ils nous ont renvoyé. Parce qu'ils ont besoin de savoir, en fait, où ils peuvent eux aussi être pertinents. Ils n'ont pas de temps à perdre avec nous. On n'est pas là juste pour les animer. Ils ont vraiment envie de porter un projet avec nous. Donc, je dirais voilà des petites choses transversales, peut-être qui sont sorties de nos projets. On a fait plus récemment un projet où on a proposé aux gens, à des publics, des groupes très, très diversifiés de réfléchir avec nous aux textes de salle puisque là, on est en train d'essayer de on espère rouvrir le musée fin 2025, donc on s'interroge sur les supports de salle parce qu'on sait que les textes sont quand même souvent des gros freins, où parfois on se demande, voilà, qui les lit? Est-ce qu'ils sont vraiment pertinents? Et là, on a fait des ateliers d'écriture et là, par exemple, ce qui revenait, c'était: «Mais quel beau moment de partage, en fait, quel beau moment de quel plaisir de trouver un espace de bienveillance où on peut, un moment être là, comme ça, autour d'une œuvre et créer quelque chose, parfois individuellement, mais après on se le partage». Et donc, dans les réactions des publics, cette notion de partage, qui revient et du plaisir à partager des impressions ou à découvrir des œuvres à travers les regards des autres, sans jugement, vraiment. Hem, voilà, on vrac et de manière pas structurée du tout. Donc cette idée d'énormément de bienveillance, la structure quand même pour que les gens puissent, se trouver, heu, se trouver confortables en sachant les règles, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible et des Vraiment, projets oui. concrets pour que ça ne s'effiloche pas, dans un temps infini. Donc le cadre important. Je Même trouve au que c'est niveau du déjà temps. Vraiment, même au mmh, niveau du temps, parce qu'on avait nous, avant de fermer, on s'était vraiment dit qu'on voulait, créer un comité d'usagers du musée, justement parce qu'on avait quand même cette envie d'être plus proche de nos publics et je sais que beaucoup de musées se battent pour faire vivre ce comité d'usagers. Alors nous, on l'a expérimenté dans le cadre de la campagne de consultation parce qu'on a pris un comité d'accompagnement déjà de 12 citoyens pour nous aider à élaborer la campagne. Et là, on s'est rendu compte, enfin, eux nous ont vraiment envoyé clairement, ils nous ont dit: «Nous, on est partants pour un projet tant qu'on sait combien de temps il dure et quelles sont ses finalités». Mais l'idée d'être tout le temps là autour de nous, oui, certainement, mais alors on aura toujours les mêmes publics qui sont des publics qui ont du temps, qui ont envie de se socialiser, mais pas forcément un renouvellement non plus, de ces comités participatifs. Donc maintenant, on est vraiment parti plus dans l'idée de proposer régulièrement des invitations participatives pour, avoir chaque fois comme ça aussi des viviers de bonne volonté prêts à s'impliquer, mais qui ne sont pas forcément les mêmes. On peut chaque fois rebattre les cartes et donner, la place à d'autres publics, à d'autres gens autour de projets qui pourraient davantage, leur convenir. chouette, c'est, toutes ces idées, sont extrêmement, c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 choses qui se sont télescopées. J'ai partagé une photo du musée, pour donner une idée aux personnes qui n'étaient pas venues, mais je ne sais pas si c'est avant ou après les travaux. Mais je me demande qu'est-ce que ça aurait été s'il n'y avait pas ce temps long du Covid non plus. Je pense que c'est vraiment tombé aussi à un beau moment où il y avait, ces ingrédients-là. Quelle chance! Et je me demandais, si Mmh. vous acceptez les voisins, parce que sinon je vais déménager à Ixelles, moi je suis à Etterbeek.
Mais en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est alors pour nous, le covid, ça n'a pas changé tant de choses, si ce n'est qu'on lançait la campagne de consultation et que ça a compliqué le début, cette campagne, parce qu'on voulait beaucoup plus de Mmh. sessions, voilà, même avec notre comité d'accompagnement, ça a été difficile au début parce qu'on les rencontrait par Zoom et que ça avait un côté très artificiel. Mais je dirais, je pense que les musées se sont posés, beaucoup de questions sur leur rôle sociétal grâce à ce covid et que les musées ont eu un petit temps en effet, que nous on a pendant cette fermeture et que ça fait jaillir toutes ces questions qui nous occupaient déjà, mais pour lesquelles on ne trouvait parfois pas le temps ou qu'on ne prenait pas le temps de prendre à bras le corps et maintenant, bah, plus que jamais on est contraint de le faire. Mais c'est une bonne chose. C'est une contrainte positive, vraiment. Transformatif. Hem, on s'approche vers la toute dernière question avant de donner la parole aux participants, c'est: quels sont les projets à venir? Alors, ben, je pour le moment, en fait, donc nous, on est une équipe, là, pour le moment, on est 14 personnes avec l'équipe technique, donc ça vous donne une idée de l'effectif. Donc là, pour nous, c'est vraiment le temps de se projeter dans la réouverture et vraiment de foncer sur le plan d'action, l'implémentation, et cetera, de tout ce qu'on voudrait mettre en place. Alors, on a des projets qui continuent, par exemple, dans les écoles, on continue à faire plein de projets, hors les murs. On a aussi un très chouette projet dans les parcs à Ixelles, qui s'appelle Musée en pleine herbe, donc avec des jeux qui ont été co-créés avec des enfants dans le cadre de projets pédagogiques. On va animer en fait, dans les parcs, on est dans 7 parcs différents, chaque fois une semaine par parc pendant 2 heures avec des propositions de jeux, le qui est du musée d'Ixelles, tous inspirés de nos collections, et l'idée c'est là de partir à la rencontre justement encore une fois des publics, qui ne peuvent pas, par exemple, partir en vacances ou qui sont dans les parcs, pendant l'été. Donc ça, c'est un très chouette projet qui nous occupe. On a aussi déjà pour le moment des projets dans des maisons de repos, donc des EHPAD, pour le public français peut-être plus, comme terme, des centres de jour aussi, et là, en fait, on va généralement discuter d'une œuvre, enfin de quelques œuvres. On utilise aussi un parcours 3D qu'on a, donc là, les outils multimédia peuvent être intéressants parfois et là, on est en train d'essayer de l'approfondir et justement d'utiliser ces expériences-là pour approcher ce secteur du care dont on parlait et de commencer à avoir des échanges plus nourris sur, qu'est-ce qui est pertinent pour eux, et qu'est-ce qu'on pourrait construire ensemble. Donc ça, c'est vraiment pour nous le point de départ, de cette approche plus de ce secteur et alors ce qui est certain, c'est que pour la réouverture, on veut vraiment intégrer, beaucoup plus de démarches de médiation sensible, multisensorielle, et par exemple, les ateliers d'écriture qu'on a testés avec les cartels, sensibles, ben, on aimerait en fait vraiment les intégrer dans notre programmation culturelle parce qu'on s'est rendu compte à quel point ils amènent justement, ces moments de partage très, très spontanés entre des publics qui ne se connaissent pas. Donc voilà, quelques petites pistes, de travail qui nous occupent actuellement. Magnifique. Hem, très, très nourrissant. Merci, merci Stéphanie. Avec plaisir, Est-ce merci de votre écoute. Je vous en prie. Est-ce que, il y a des questions parmi les personnes qui participent? Je me tourne vers la vingtaine de personnes qui sont avec nous. Oui, Aube? Je voulais savoir comment vous travaillez, puisque vous êtes un musée municipal, hein, comment vous travaillez avec les autres, services de la ville, avec les autres structures culturelles, médiathèques, structures éventuellement sociales? Comment, voilà, il y a peut-être d'autres programmes culturels ou éducatifs ou je ne sais pas s'il y a l'équivalent en Belgique de nos programmes, EAC, éducation artistique et culturelle. Donc voilà, comment se passe, cette relation avec le territoire et avec, je dirais aussi des axes, prioritaires, j'imagine, de la ville, Mmh. hem, qui peuvent être complètement transdisciplinaires en fait, qui peuvent relever de l'urbanisme ou, je sais pas moi, de la délinquance ou de la sécurité ou des espaces verts, justement. Mmh. Beh, alors je dirais que, bah, par exemple, notre participation à un musée comme chez soi, ça c'était un bel exemple puisque le contrat de quartier, c'est un projet qui est soutenu en interne à la commune par, le service de rénovation urbaine. Donc là, voilà, ça c'est un exemple
de moments où on est allé justement un peu chercher là où on va pas voir, d'habitude. Parce que sinon, il y a des évidences, bien sûr, comme tout ce qui touche à l'instruction publique. Là, on est en partenariat, mais permanent, bien sûr, et pas uniquement au niveau des écoles communales, mais plus largement. Ou bien, par exemple, on avait l'habitude de faire des stages avec les bibliothèques. On a une bibliothèque francophone, néerlandophone. On fait des stages, où on fait des stages moitié musée, moitié bibliothèque. Ça, on a beaucoup de partages de ce type-là. Mais par exemple aussi, on a le centre public d'aide sociale, de la commune d'Ixelles, et donc les maisons de repos, donc les centres de retraite, EHPAD, bah, on travaille vraiment étroitement, par exemple, avec, ces maisons de repos du CPAS, de la commune d'Ixelles. On a justement un hôpital à Ixelles qui est pas très, très loin, donc ça fait partie d'une progression possible selon nous, de partenaires qu'on pourrait très, très certainement aller chercher. Mais c'est vrai qu'en premier lieu, on est vraiment en train de regarder autour de nous, de commencer vraiment, par ces acteurs qui sont dans les territoires, vraiment tout proches, et là, on est en train justement de faire une prospection d'autres acteurs à côté desquels peut-être on passe jusqu'à présent. Mais en tout cas, il y a cette connexion, et par exemple pour, musées en plein air, donc on anime dans les parcs, mais ma collègue Chloé a pris contact avec des associations qui s'occupent de jeunes pendant les vacances, et s'il pleut, on va aller en fait faire les jeux dans les associations. Ce qui nous permet pour nous de partir à la découverte de nouvelles associations qu'on ne connaissait pas encore, en les localisant chaque fois autour des parcs. Donc on essaye d'avoir comme ça des systématiques, mais comme je vous dis, on est 2 là à la médiation et c'est tout nouveau. Chloé est arrivée en juin. Donc voilà, c'est à notre niveau, mais je pense que déjà en regardant autour de nous, on peut faire énormément de choses, et le contrat de quartier, là, c'est vraiment par exemple un moment où on a pu rencontrer plein d'acteurs, comme en effet des acteurs qui travaillent avec des jeunes, en situation de délinquance et cetera dans le quartier. Donc ça nous a ouvert aussi des contacts qu'on n'avait pas par le passé. Mais voilà, il y a chaque fois les projets à développer, et nous, on est obligés de mettre des priorités, en fonction de ce qui nous apparaît, voilà, le plus pertinent, ou là où on sent qu'il y a une demande la plus présente, voilà, pour le moment, quoi. Et Magnifique. pour compléter ma question, est-ce que vous avez ou est-ce que la commune Pixel a une volonté aussi de faire un peu un musée, dedans dehors? C'est-à-dire de, peut-être, avoir des inspirations entre les œuvres qui sont dans les musées et des interventions d'art public à l'extérieur ou des choses comme ça? Alors, il y a déjà un parcours d'artistes ixellois, à Ixelles, qui est donc, porté par la commune d'Ixelles avec généralement un prestataire externe, et là, c'est plutôt nous qui y participons. Donc là, par exemple, on avait exposé des œuvres au centre, vraiment au gros centre névralgique du parcours, lors de la dernière édition. Donc là, je dirais sur des initiatives comme ça, nous, on a tendance, à répondre, mais donc à Excel, il y a aussi, par exemple, des ateliers d'artistes qui existent. Donc il y a en fait, il y a une académie, et donc il y a déjà, en fait, une vie culturelle assez trépidante. On a aussi un centre Flagey, là, qui est tout proche, et par exemple, bah, nous, quand on avait une expo, à une époque, on a eu une exposition autour d'Agnès Varda. Bah, Agnès Varda est allée parler, dans le cadre du programme de la Cinémathèque à Flagey. Donc on essaye vraiment, comme ça, de faire des partenariats aussi en fonction de la pertinence des sujets d'exposition, de chaque fois trouver, des manières en effet d'être un petit peu sur le territoire. On a aussi l'université qui est pas très, très loin. Donc là, par exemple, on donne des cours, en muséologie à l'université libre de Bruxelles. Donc on cherche tout le temps, en fait, on est tout le temps en questionnement là-dessus, et la commune d'Ixelles, bah, au service culture, ils ont leurs projets propres, et nous, on essaye de voir comment on peut être complémentaires, avec eux en gros, quoi. On a aussi renvoyé parfois des questions qui revenaient dans la consultation des publics. Beaucoup d'artistes ixellois souhaitaient trouver une place au musée d'Ixelles, mais qui a un rayonnement, bah, généralement beaucoup plus large. Ben, c'était parfois de réindiquer les endroits où les artistes ixellois, pouvaient voir leur travail, valorisé, au maximum, et nous, de nous mettre en partenariat avec ces lieux pour répondre quand même à cette demande, sans pour autant, bah, perdre, l'idée d'une collection à un rayon ou des expositions à un rayonnement, peut-être plus large, que local. Donc c'est chaque fois comme ça, vraiment beaucoup de discussions, et essayer d'être complémentaires, aux autres acteurs qui sont sur le terrain. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
S'il y en a pas, moi j'en ai une, Stéphanie. Est-ce qu'au musée, vous avez mis en place des questionnaires où vous mesurez des paramètres qui sont plus du type de bien-être? Alors, pas encore, mais justement, quand tu posais la question de qu'est-ce qui change aujourd'hui par rapport aux enquêtes d'autrefois et cetera, Mhm, c'est que moi j'ai aussi la sensation qu'en médiation en tout cas et en Belgique mhm, peut-être plus qu'en France, on n'a pas encore, justement tellement cette, dans notre méthodologie, cette dernière phase qui est de prendre le temps d'évaluer les actions qui sont mises en place et les impacts. Et là, justement, nous, vraiment, et là, je dois vraiment saluer ma collègue Chloé, toute jeune, mais qui a vraiment, à l'esprit toujours, toute cette méthodologie-là. On est vraiment en train de réfléchir à comment justement, pouvoir, évaluer toutes ces actions-là, en fin de donc non, pour le moment, c'est encore très, très peu présent, mais c'est quelque chose qu'on veut mettre en place. Et pour le moment, c'est mhm. plus des débriefings très informels, comme on l'a fait par exemple avec le projet, des cartels, sensibles, où là, on prend un temps d'échange avec les participants, on demande ce que ça a pu apporter et cetera. Mais on n'a pas encore, une approche plus scientifique en tout cas, de ces notions, de bien-être et donc là, moi, je suis intéressée par, toutes les personnes qui travaillent autour de ça, parce que ce sont des choses qu'on aimerait, développer de manière un petit peu plus scientifique justement. Bah, chouette, on pourra en reparler parce que c'est vraiment un sujet qui moi, en tant que psychognitivo, me drive. Quel est l'impact? Est-ce que c'est comment on peut le mesurer, ainsi de suite. Et c'est vraiment des sujets qui me touchent et qui sont au centre de ma réflexion. Euh, euh, Ce qui me vient spontanément, c'est ce que le Palais de Beaux-Arts de Lille a mis en place avec Juliette Barthélemy, on avait parlé. Je pourrais peut-être retrouver et envoyer aux autres personnes qui sont intéressées par ce qui a été développé avec l'Université de Lille. Des pastilles très simples, Volontiers, vraiment. Oui, oui, oui. Moi, je avec plaisir. c'est C'était très, intéressant très vraiment. simple. Et il y a Mmh. aussi il y a aussi au musée Matisse, Laetitia Messager avait parlé de ce qu'ils ont mis en place. Donc, je vous partagerai ces deux euh, échelles de mesure. Je pense que c'est vraiment très important, sans que ça remplace tout ce que tu disais d'aspect qualitatif d'échange avec les personnes. Là, on reste quand même sur le quantitatif. Mais comme c'est simple, ça peut quand même être rapide et donner beaucoup d'informations. Oui, Euh, certainement. Vraiment et d'autant plus qu'on se pose beaucoup, qu'on discute beaucoup de cette question de la pertinence des institutions muséales par rapport justement, à cette notion de bien-être et cetera. Donc voilà, maintenant il y a des études qui sortent, mais je pense que nous, au sein de nos musées, on peut aussi, contribuer à enrichir ses connaissances, sur ce sujet vraiment. Chouette. On reste donc, et toutes les autres personnes, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à l'écrire. On va vous envoyer un questionnaire, hein, où vous pouvez dire à la fois si vous êtes une institution et vous avez envie de participer, partager votre expérience comme Stéphanie. Si vous avez envie de recevoir ce type d'information, on vous le partagera. Je ne vais pas l'envoyer à tout le monde pour ne pas encombrer vos boîtes mail. Aube, il y a encore une question? Une dernière, on Non, prend? c'est plus pour rebondir sur les propos, tenus. Il me D'accord. semble que, sur, justement la mesure d'impact, Mhm. il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, notamment des méthodologies, des mesures d'impact, qui ont été inspirées en fait des droits culturels et de savoir en fait effectivement comment, en termes d'impact, à l'aune des droits culturels, ce qui n'est pas très différent du CARE, a été mis en place des méthodologies d'enquête et avec des outils extrêmement simples à mettre en œuvre. Ça a été fait par la fondation Carasso et
aussi par l'agence Agenda 21 en France. Donc, dans le petit compte-rendu que je ferai, je mettrai ces ressources-là qui me semblent très faciles à mettre en place, Génial. ou en tout cas qui peuvent permettre d'inspirer justement, en tout cas d'identifier les critères que l'on peut évaluer comment. Ah, merci beaucoup, vraiment, ce sera précieux. Top, Voilà, et il y a top, aussi des top. ressources anglaises que je mettrai en place parce qu'eux ont on va dire une culture de l'évaluation et de l'impact, et c'est pas des outils qui sont très compliqués, mais de les anticiper dès la création du projet en se demandant, ben, quel impact à court terme et à long terme on veut avoir, ben, ça permet justement de faciliter l'évaluation, pendant et après, l'action. Mmh. Voilà, et c'est des toolkits, comme on sait, très pragmatiques, chez les anglo-saxons. Magnifique. Merci beaucoup. Ça va, je voulais juste partager une photo du musée d'Ixelles. Ça y est, j'ai trouvé la photo que j'avais mis dans le mail pour présenter le musée, Stéphanie, et je voulais savoir ça s'est pris à quel moment, ce Alors, musée? on ne la voit plus, mais c'était la salle, en tout cas, des expositions Oui, temporaires, ça c'est certain, mais je l'ai vue passer, mais oui, je vais la mettre. Je l'ai, je cherche, à comment le mettre. Attendez, il y a sinon je peux vous en partager, hein. Moi, je peux vous trouver ça, si vous voulez, avec plaisir. Là, d'accord. j'ai trouvé celui-là. Heu, alors ça, c'est l'exposition Pierre et Gilles, heu, Mmh. qu'on a présentée peu avant la fermeture, ça doit être en 2017 ou quelque chose comme, oui, quelque chose comme ça. Donc oui, ça c'est l'exposition Pierre et Gilles, et donc c'est une ancienne salle de fête, et quand on a fermé le musée en 2018, on a organisé une grande fête, dans cette salle. Ce qui était aussi une façon de rendre un peu cette salle de fête aux Ixellois, parce qu'il y en a qui ont reçu leur bulletin, de fin d'année, de fin d'études, il y en a qui se sont rencontrés, et ça, c'est resté un très beau souvenir visiblement des publics. Je ne sais pas comment on va pouvoir faire sans refaire des fêtes là-bas. Parce que là, visiblement, ils ont vraiment aimé de retrouver aussi, ce lieu. En fait, il y a un gros attachement, à cet espace, de la part des Ixellois. Mais c'est Donc un bel endroit. Oui. donc c'est un endroit qui fait partie des endroits, qui ont été rénovés? Oui, enfin, en gros, les espaces d'exposition vont pas être fondamentalement différents. Dans cet espace-là, la galerie du haut était obscure. Maintenant, on va pouvoir l'ouvrir parce qu'elle a été rénovée. D'accord. Mais je dirais ce qui est surtout, intéressant, c'est qu'on va maintenant avoir, un très chouette café avec une terrasse. On a un nouveau jardin en îlot intérieur qui sera accessible, sans ticket, d'entrée, simplement librement comme espace où venir se poser. Donc, on se positionne justement un peu plus comme lieu de vie, clairement. Et alors on a, la communauté d'Ixelles a pu acheter la maison voisine du musée, où nous, on a de nouveaux espaces de bureaux, mais aussi un bel espace pédagogique. Donc c'est surtout, voilà, justement, en termes d'accueil du public qu'on va pouvoir, avoir une infrastructure un petit peu plus confortable. Et puis alors, il y a toute l'isolation là du bâtiment qui est en train d'être travaillée. Donc ça, évidemment, c'est essentiel, vu les préoccupations actuelles. Donc voilà. Magnifique. Donc je vais devoir déménager à Ixelles ou ça va être Erbec? Non, non, mais tout le monde est bienvenu, et puis notre action musée comme chez soi, elle est terminée parce que là, c'est vrai qu'on a bouclé la boucle autour du musée. Sinon, on Oui. aurait pu, je crois, s'étendre à l'infini. Mais ce qui est chouette, c'est de voir qu'elle est reprise par d'autres musées. Là, le week-end dernier, Mmh. le musée Jan Kunen à Oss, aux Pays-Bas, a organisé son Jan Kunen Komt Logeren. Ils font ça, 1 fois par an, et c'est aussi le même principe vraiment. Le musée à Ostende l'a fait aussi, donc voilà. N'hésitez pas à vous lancer, c'est une aventure magnifique à vivre avec le voisinage, vraiment. Magnifique. Il me reste à te remercier Stéphanie pour, tout ce temps Bah, avec et plaisir, merci à vous. C'est toujours, très intéressant, et là, j'ai appris déjà aussi des petites choses, des nouvelles références que je vais aller, vérifier, tout de suite. Mmh,
Merci à toutes les personnes qui ont été présentes ici. C'est des moments très nourrissants, très chouettes. Merci beaucoup. Les épisodes suivants vous attendent pour continuer ce voyage entre l'art et le bien-être. N'oubliez pas que vous pouvez également nous rejoindre chaque mois en direct pour rencontrer des responsables culturels passionnés et échanger avec eux. Vous avez toutes les informations utiles sur notre site mindful-art.eu. Vous trouverez les informations également dans la description de ce podcast. Préparez-vous donc à vous plonger dans un monde d'inspiration et de partage. Et je vous dis à tout bientôt.